Buongiorno a tutti. A tutti un cordiale benvenuto da parte del Comune di Bergamo e di Osservatorio Quarenghi. Un vivo ringraziamento a tutti coloro che oggi sono intervenuti a questa manifestazione. Sono Maria Chiara Pesenti, docente di lingua e letteratura russa presso l'Università degli Studi di Bergamo. Faccio parte del consiglio direttivo di Osservatorio Quarenghi in qualità di rappresentante dell'università e sono lieta di salutare il professor Rabreux e la sua consorte, tutte le autorità convenute e in particolare la Presidente del Consiglio Comunale Marzia Marchesi e l'assessore alla cultura Nadia Ghisalberti. Ho accolto con piacere l'invito del Consiglio direttivo di Osservatorio Quarenghi a presiedere questa manifestazione per due motivi. Innanzitutto per l'alto significato che il premio riveste per la storia e la cultura della nostra città e per la profonda stima nei confronti del professor Daniel Rabreux, no, giustamente, excusez-moi, che oggi festeggiamo qui insieme come vincitore del premio Quarenghi nella sua edizione 2016. Al professore quindi il mio personale saluto e certa di farmi interprete del desiderio di tutti i convenuti, il caloroso saluto e benvenuto di tutti i presenti. Nel nome di Giacomo Quarenghi è stato istituito da Osservatorio Quarenghi nel 2008 il premio internazionale intitolato alla memoria del celebre architetto bergamasco. Osservatorio Quarenghi è un sodalizio di ricerca e di studi che è stato fondato nel 1995, che ha sede presso la Biblioteca Civica Angelo Mai, dove si conserva la raccolta più ricca di disegni e di progetti dell'architetto bergamasco. Questo premio ha lo scopo di riconoscere pubblicamente i meriti acquisiti da una persona o da un ente nello studio e nella conoscenza della vita e dell'opera del celebre architetto, nonché della cultura e dell'arte che si sono sviluppate nel periodo in cui Quarenghi visse e operò. Questo premio viene assegnato ogni 2 anni. Il Comune di Bergamo, condividendo le ragioni dell'istituzione di questo premio, opera in accordo con l'Osservatorio Quarenghi nella promozione e nell'organizzazione del premio per cui oggi siamo qui riuniti. Mi fa piacere ricordare naturalmente chi ha vinto i premi che precedono questa edizione del 2016. Sergei Androsov, direttore del Dipartimento di Arte Occidentale del Museo Hermitage di San Pietroburgo, la Fondazione Archivio del Moderno di Mendrisio dell'Università della Svizzera Italiana nella persona di Letizia Tedeschi qui presente, Anna Maria Matteucci, professore emerito dell'Università degli Studi di Bologna. Oggi trovarci qui ha un importante significato, siamo nell'aula consiliare del Comune di Bergamo, luogo più prestigioso e ricco di significati simbolici della vita civile della nostra città. Quindi è un piacere e un onore invitare la Presidente del Consiglio Comunale, Buon pomeriggio a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare il professor Daniel Rabreux, docente emerito dell'Università Paris Panthéon-Sorbonne, vincitore del premio Quarenghi 2016, e sua moglie, signora Rabreux, della loro presenza.
Porgo il più cordiale benvenuto e le congratulazioni mie, del sindaco, del consiglio comunale e di tutta la città di Bergamo. La premiazione avviene nell'aula consigliare, che è il cuore della vita politica di Bergamo, simbolo di unità, identità e condivisione dei valori civili, democratici e culturali nei quali Bergamo si riconosce. Conferendo qui il premio Quarenghi al professor Daniele Rabrò, si vuole rimarcare il valore pubblico della ricerca, degli studi, della cultura e della memoria storica, quali mezzi insostituibili di civilizzazione e di progresso intellettuale e morale della città. Il comune di Bergamo ha una storia secolare, intessuta di arte, cultura, progresso scientifico, sociale ed economico, e uno dei principali compiti di ogni amministrazione è di favorire e promuovere la conoscenza di questa ricca storia, con studi rigorosi, con la divulgazione del sapere, con l'attività didattica, con la conservazione del patrimonio culturale e artistico, con la difesa dell'ambiente, del paesaggio e dei monumenti, e con lo studio delle grandi personalità di Bergamo che hanno contribuito con la loro esemplare attività a dare fama e onore alla città nel mondo. L'istituzione del premio internazionale, intitolato al nome del celebre architetto bergamasco, è finalizzato a riconoscere pubblicamente i meriti di una persona o di un ente che con la sua attività di studio e di ricerca ha contribuito a illustrare la figura di Quarenghi, che fu un esempio di rigore intellettuale, di passione per l'arte, di grande amore per questa sua città, nonché dell'ambiente in cui l'architetto visse e operò, e della cultura architettonica e artistica neoclassica di cui fu eccelso testimone. Ricordo che nell'anticamera del sindaco, nella cosiddetta Sala degli Specchi, vi sono due quadri, uno raffigura Gaetano Donizetti, l'altro Giacomo Quarenghi, due eccezionali personalità che hanno spiccato il volo da questa nostra città. Il premio, giunto alla sua quarta edizione, è stato quest'anno conferito al professore francese Daniele Rabrò, insigne studioso e docente. Tra la sua vasta e prestigiosa produzione scientifica ricordo che negli anni 70 del secolo scorso è stato promotore e fondatore di importanti istituzioni culturali, quali il Centre d'études et de recherche sur le classicisme dans l'art moderne all'Université Bordeaux-III Michel de Montaigne e del Centre Ledoux all'Université Paris Panthéon-Sorbonne, centro di ricerca che analizza e studia diversi aspetti dell'attività artistica europea del XVIII secolo. Mi scuso per il francese. La scelta del premiato suggella un rapporto che la nostra città ha sempre avuto con la cultura e la storia francese, molto vivo e fecondo. Ricordo, prendendo tra molti casi, i nomi di due nostri grandi concittadini, ambedue figli di quel secolo dei lumi, tanto amato e studiato dal professor Rabrò. Lorenzo Mascheroni, che per esplicito desiderio di Napoleone porta a Parigi, dove muore nel 1800, tutta la sua vasta cultura di uomo di scienza e di cultore massimo di matematica e geometria. E Giovanni Maironi da Ponte, che nel suo viaggio in Francia nel 1802 riporta a Bergamo la più aggiornata didattica scientifica e letteraria per le scuole superiori, che applicherà con successo nella sua qualità di primo rettore del nostro liceo dipartimentale. Ricordo anche che nel 1801 il giovane francese Stendhal, ospite a Palazzo Terzi in Città Alta, annota sul suo diario alcune delle più belle pagine che mai siano state scritte sulla magnifica Bergamo. Mi piace poi pensare che nel conferire questo premio, Quarenghi 2016, al professore francese, il comitato di giuria abbia voluto mettere in luce e porre la nostra attenzione ad altri importanti aspetti della personalità scientifica del premiato, in particolare di essersi prodigato per formare, istruire, educare, appassionare i giovani allo studio, alla ricerca storico-artistica, trasmettendo loro metodo e amore per la ricerca, di aver contribuito con i suoi studi a porre in giusto rilievo le relazioni tra l'arte e la cultura italiana con l'arte e la cultura francese, che è una storia straordinaria di un mutuo dare e ricevere fra questi due paesi, per aver sempre tenuto in grande considerazione che la storia di singoli monumenti, architetture e palazzi va compresa e studiata in un contesto più ampio, sì urbanistico ma anche sociale. Quale insegnante voglio poi ringraziarla sentitamente
proprio per la sua preziosa opera di educazione dei suoi allievi, ai quali ha sicuramente trasmesso passione, metodo e amore per ogni forma d'arte. Invito ora l'assessore alla cultura Nadia Ghisalberti, che presenta il saluto della Giunta. Grazie. Grazie professoressa Pesenti e grazie a tutto il pubblico qui. Porto il mio saluto al professor Bro, a sua moglie, sono molto contenta che siate qui per ricevere questo premio. Ringrazio e saluto con affetto Pier Valeriano Angelini, che è l'animatore di questa iniziativa, instancabile animatore di relazioni culturali internazionali, l'onorevole Antonio Misiani, che siamo felici di avere qui, in rappresentanza anche del nostro Parlamento, e tutte le persone che sono qui presenti per assistere a questa consegna di questo importante premio culturale della città. Il 2 marzo 1817 moriva l'architetto Giacomo Quarenghi, quindi tra pochi mesi ci sarà questa importante ricorrenza dei 200 anni della sua morte. Pier Valeriano Angelini, in prossimità di questa importante ricorrenza, ha deciso insieme all'amministrazione comunale di Bergamo di cogliere questo pretesto di questo anniversario per dar vita a ulteriori intense iniziative che siano calibrate sulla figura dell'architetto. Ecco quindi che ha fatto delle scelte importanti, nel senso che il 2 marzo aprirà questo anno quarenghiano su due registri. Uno internazionale, ha dato vita insieme al Museo Hermitage di San Pietroburgo. Voi sapete che appunto l'architetto, i suoi lavori sono soprattutto presenti là a San Pietroburgo, insieme alle gallerie dell'Accademia di Venezia, che conservano un grande patrimonio quarenghiano, insieme all'Accademia Carrara, che custodisce un fondo di oltre 200 disegni ancora non conosciuti, inediti, che si sono stati avviati ad un percorso di studio e di restauro. Quindi insieme a queste grandi istituzioni internazionali ha dato vita a una piattaforma, una serie di relazioni per studiare ancora questo grande architetto, e perché faremo in modo, insieme poi ad altre città che hanno aderito a questo comitato internazionale, di approfondire il lavoro e lo studio di Giacomo Quarenghi. Hanno aderito poi altre città già citate dalla professoressa Pesenti, come l'Archivio del Moderno di Mendrisio, il Museo Nazionale di Varsavia, e via via se ne stanno aggiungendo ad altri. In Italia il Centro Studi Palladio di Vicenza, a Bergamo l'Università di Bergamo, appunto con la professoressa Maria Chiara Pesenti, che fa parte dell'Istituto di Slavistica dell'Università, quindi dove ci sono le competenze di letteratura e lingua russa, ma soprattutto attraverso poi il ruolo un po' dell'amministrazione comunale è stato quello di tessere relazioni anche nel nostro territorio e in città. Da qui quindi l'importanza di valorizzare l'architetto e di farlo conoscere attraverso anche le scuole superiori, gli istituti superiori che aderiscono a questo progetto, e in collaborazione con una facoltà dell'università, quella di ingegneria, studieranno un po' questi edifici e cercheranno di realizzare quelle costruzioni tridimensionali per permettere una visione anche maggiore, insomma, di rendere anche questi disegni di cui è ricca la città di Bergamo nei suoi vari depositi istituzionali, di renderli anche in modo tridimensionali, lavorando e facendo partecipare gli studenti. Poi abbiamo il ruolo della nostra civica biblioteca MAI, e saluto la sua direttrice che è qui presente, Elisabetta Manca, che custodisce anche, qui è custodito un importante patrimonio quarenghiano, e quindi dal 2 marzo partirà un'esposizione nell'atrio della biblioteca, e ogni mese verrà esposto un disegno diverso. Quindi dedicheremo proprio l'anno alla conoscenza, all'approfondimento dell'architetto Quarenghi. Ma continuando un po' sulle iniziative del territorio, noi sappiamo che Bergamo ha dedicato una via a Giacomo Quarenghi, che è la via Quarenghi, una via che però oggi ahimè è associata a un degrado urbano.
Ecco, io credo che innanzitutto abbiamo un'amministrazione che è molto impegnata nel cambiare questa via, nel dargli una nuova connotazione e farla conoscere in modo diverso. Credo che possa dare un contributo importante anche il rendere noto il perché questa via è stata dedicata a Quarenghi e quindi a promuovere la conoscenza di Quarenghi. Quindi attraverso l'Accademia di Belle Arti, Accademia Carrara di Belle Arti, che ha oggi una sede distaccata proprio in via Quarenghi, abbiamo pensato di avviare 2 percorsi insieme alla direttrice dottoressa Pioselli. Uno con gli artisti insegnanti della scuola, abbiamo pensato ad un landmark che segnasse la via e ricordasse l'architetto, lo raccontasse a chi passa nella via, proprio per ricordare perché si dedicano le vie, perché si sono fatte queste scelte di dedicare queste vie. E poi con gli studenti che hanno a disposizione uno spazio espositivo proprio in via Quarenghi. Crediamo molto che queste iniziative culturali possano modificare certi percorsi di degrado a cui si avviano le vie o certe zone della città, certamente su altre dinamiche sociali. Le collaborazioni continuano in città e molto importante è quella con la Fondazione Donizetti. Ha ricordato prima di me la Presidente del Consiglio i 2 dipinti che sono nell'anticamera del studio del sindaco dedicati appunto a Quarenghi e a Gaetano Donizetti, 2 grandi uomini di cultura nati a Bergamo, entrambi direi con una fama assai più nota all'estero, più valorizzata all'estero che nella città natale. Ecco, questi 2 nomi potrebbero essere uniti in queste celebrazioni perché Donizetti ha scritto alcune opere dedicate proprio a San Pietroburgo. Non do ancora notizia dell'opera perché la si sta costruendo, sono in corso questi studi, però ci sarà un appuntamento nel 2017 dentro la programmazione della stagione lirica che sarà dedicato appunto a Donizetti legato a San Pietroburgo. Questo per darvi un po' un'idea di come stiamo lavorando e della rete di relazioni che stiamo cercando di tessere per l'anno quarenghiano che appunto avrà inizio il 2 marzo dell'anno prossimo, proseguirà e avremo queste iniziative che scorreranno lungo tutto l'anno. Quindi grazie ancora al pubblico, grazie in particolare per Valeriano Angelini e al suo impegno culturale, alla capacità di tessere queste relazioni internazionali che daranno vita appunto in ciascuna città a iniziative in un certo senso autonome ma messe in rete grazie appunto a questa piattaforma web che crea. Grazie e buon lavoro, grazie ancora al professor Rabrò, grazie di essere qui e grazie della relazione che ci farà. Grazie. Ringraziamo le autorità per le parole, per l'accoglienza, per questa prospettiva che riguarda anche Giacomo Quarenghi. E mi permetto di sottolineare che in questa sala alle pareti sono effigiati i più importanti personaggi della storia e della cultura di Bergamo. Aggiungo alle parole della Presidente del Consiglio Comunale notando che Giacomo Quarenghi è qui rappresentato, effigiato. È una decorazione eseguita nel 1948-49 dagli alunni dell'Accademia Carrara sotto la direzione del maestro Achille Funi. E a questo punto invito il presidente di Osservatorio Quarenghi, Pier Valeriano Angelini, in qualità in particolare di presidente del comitato di giuria, a leggere le motivazioni ufficiali dell'assegnazione del premio al professor Rabrò. Buonasera, grazie Maria Chiara. Mi atterrò scrupolosamente a quello che è il mio compito, la lettura della motivazione ufficiale. Ero tentato di dire qualcosa a proposito di alcune cose che vorremmo combinare il prossimo anno, ma ringrazio moltissimo Nadia Ghisalberti, la nostra assessore alla cultura, perché ha fatto una descrizione estremamente precisa. Sono anche un po' imbarazzato per quello che ha voluto dire di me, di questo bel programma che abbiamo. Quindi mi sento solo di dire
vi do l'appuntamento a questo anno e non sarà una cosa, facciamo qualcosa di più. E a questo punto la lettura. Il comitato di giuria dell'edizione 2016 del Premio Internazionale Giacomo Quarenghi, riunitisi il giorno 7 marzo 2016, ha assegnato il premio a Daniel Rabaud con la seguente motivazione. Daniel Rabaud, docente emerito dell'Université Paris Panthéon-Sorbonne dal 1991 al 2010, è studioso di rilievo internazionale in virtù di una produzione scientifica che copre un arco cronologico e geografico assai ampio e ha per focus l'arte e l'architettura del XVIII secolo. Egli ha saputo dare sin dagli esordi un notevole impulso allo studio dell'arte urbana, dell'architettura, della scultura e dell'iconografia dei monumenti tra XVIII e XIX secolo. Rabaud, inoltre, non è soltanto un eminente studioso riconosciuto a livello internazionale. Egli è anche promotore e fondatore di specifici centri di ricerca universitari che hanno offerto ai giovani ricercatori innumerevoli opportunità di lavoro scientifico. Egli ha dato, in tal modo, secondo un disegno tanto lungimirante quanto originale, un propositivo arricchimento alla stessa offerta formativa universitaria, una spinta sinergica transdisciplinare e interaccademica alla ricerca. Egli ha costituito il Centre d'études et de la recherche sur le classicisme dans l'arte moderne dell'Université Bordeaux III, Michel de Montaigne, e il Centre Ledoux all'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, centro di ricerca, anch'io naturalmente, vorrei essere perdonato per la mia inadeguatezza, centro di ricerca specializzato nei diversi aspetti dell'arte del XVIII secolo, fondatore e direttore del Groupe Histoire Architecture Mentalité Urbaine, non so pronunciare l'acronimo, che riunisce ricercatori sia professionisti che dilettanti su temi del patrimonio architettonico e urbano, ha fatto parte del comitato di redazione della Revue de l'Art e ha diretto la rivista Histoire de l'Art. È stato inoltre membro di diverse commissioni scientifiche per il Ministero dell'Educazione Nazionale, Ricerca e Cultura francese. Dopo aver conseguito il dottorato con André Chastel sul tema Le théâtre et l'embellissement de ville de France au XVIIIe siècle, Daniel Rabaud fin dagli anni 70 ha offerto significativi quanto inediti apporti di respiro internazionale alla disciplina, grazie a una borsa di studio che lo porta a studiare il fondo dei disegni d'architettura al Gabinetto dei disegni dell'Ermitage, che consentirà il chiarimento del contributo alla cultura classicista russa di Charles de Vailly. Decisivi i suoi studi su Claude-Nicolas Ledoux, il suo volume Claude-Nicolas Ledoux, l'architecture des fastes du temps del 2000, è stato tradotto e pubblicato in Russia nel 2007. Tra le sue opere più rilevanti sono inoltre da ricordare Charles de Vailly, peintre architecte de l'Europe des Lumières del 79 con Monique Mosser, Le dessin d'architecture du XVIIIe siècle del 2001 e Apollon dans la ville, les théâtres et l'urbanisme en France au XVIIIe siècle del 2008. Inoltre, senza dimenticare la meritevole quanto vasta ricchezza di interessi e di studi specialistici dello studioso che hanno arricchito di inediti e di innovativi approcci ermeneutici la disciplina, il comitato di giuria, secondo quanto indicato nel bando del premio, intende evidenziare particolarmente il notevolissimo apporto recato da Daniel Rabaud allo studio del secondo Settecento e primo Ottocento, con particolare riguardo all'architettura francese, affrontata con innovativa visione e rara ricchezza documentaria e profondità critica. 2 marzo 2016. Professore, complimenti. Rinnovo un ringraziamento a nome dell'Osservatorio Quarenghi alla Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Municipale, al personale dell'amministrazione comunale per la condivisione di questa iniziativa riguardo a questo premio e per la disponibilità e la fattiva collaborazione. E ora, come è consuetudine, l'Osservatorio Quarenghi
chiede a una persona speciale come la professoressa che ora leggerà l'Audazio, la professoressa Liliana Barroero, che io invito come laudator del professore premiato. Grazie. Sedersi forse più. Grazie. So che potrebbe sembrare un'espressione convenzionale e abusata, ma correrò il rischio. Sono davvero onorata di pronunciare in questa sede l'elogio di Daniel Rabraud e posso dire personalmente sono anche molto emozionata. Daniel Rabraud è un maestro riconosciuto, l'hanno ricordato quelli che hanno parlato prima di me, non soltanto negli studi di storia dell'architettura, ma anche e soprattutto in quelli relativi alla cultura artistica europea nel suo complesso, tra Settecento e Ottocento. È in questa veste che ho avuto l'occasione di fare la sua conoscenza personale, grazie anche alle iniziative, anzi soprattutto alle iniziative sull'età napoleonica promosse da Letizia Tedeschi alcuni anni or sono, ma già da prima ovviamente il suo nome e la sua attività scientifica mi erano ben noti, del resto sono noti in campo internazionale, e li avevo incontrati nelle mie ricerche sull'età dei lumi, per molti decenni campo privilegiato del lavoro di Daniel Rabraud e mio più recente approdo. Io infatti parto da studi di 600, su 600, e poi un grande settecentista come Giuliano Briganti mi ha instradato su questa strada che mi ha permesso di allargare il mio campo di conoscenze e di amicizie, e in questo ampliamento includo con grande gioia la figura di Daniel Rabraud. Mi piace ricordare che è stato allievo di un grande storico dell'arte, già ricordato qui, già citato, André Chastel, con il quale ha discusso la sua tesi di dottorato. Non so se egli possa aver ricevuto da lui l'impulso a vedere i diversi ambiti della nostra disciplina come facenti parte di un tutto e quindi in costante rapporto e interessati da continue interferenze. Ma è certo che questo carattere, che comporta una declinazione originale e tutt'altro che meccanica del concetto di interdisciplinarità, informa la sua attività di studioso e di maestro. Se mi è consentita una digressione squisitamente storico-artistica, e io sono una storica dell'arte, non posso fare diversamente, mi viene alla mente una lettera che il grande pittore Pompeo Batoni scrisse nel 1740 al suo mecenate fiorentino, il marchese Andrea Gerini, a lui che lo rimproverava di distrarre le proprie energie dalla pratica della pittura per dedicarsi anche all'architettura e alla scultura, rispose inviandogli in dipinto rappresentante le tre arti del disegno, pittura, scultura e architettura appunto, che in quell'immagine aveva realizzato il suo autoritratto, ponendo al centro la sua sposa, la pittura, ma di aver voluto raffigurare anche la scultura e l'architettura in quanto sue amorose, usa esattamente questo termine, che egli non avrebbe mai cessato di amare. Ecco, nel curriculum vitae et studiorum di Daniel Rabraud, di impressionante ricchezza, la sua sposa, la storia dell'architettura, la storia urbana, è in amichevole e costante rapporto, cosa davvero rara, con le sue amorose, le altre arti, la cui pratica nei secoli passati era peraltro molto più interconnessa di quanto le rigide partizioni troppo spesso in vigore negli studi attuali lasciano supporre. La Lectio Magistralis, che qui egli pronuncerà, ne è la limpida dimostrazione. Ho avuto il privilegio di vederla in anteprima. Traggo dal suo formidabile curriculum una serie di informazioni che in parte sono già state citate, ma vorrei ricordarle di nuovo qui perché si inseriscono in un contesto molto ampio della sua attività di ricerca e di magistero universitario. Egli è uno specialista della storia urbana, è stato ricordato, dell'architettura, della scultura e dell'iconografia monumentale dei secoli XVIII e XIX, ma al contempo delle istituzioni e degli scambi artistici nei loro rapporti con le teorie dell'età dell'illuminismo. Daniel Rabraud, peraltro, dal 1969 al 91 ha insegnato in diverse università, Paris 9 Dauphine, Paris 4 Sorbonne e Bordeaux 3, dove ha diretto la sezione di storia dell'arte e fondato il centro di ricerca
studi e ricerche sul classicismo nell'arte moderna. È stato inoltre docente nelle scuole d'architettura di Versailles e di Clermont-Ferrand, architettura teatrale e scenologia, traduco in italiano perché anche il mio francese, nonostante gli studi, fa molta cilecca in questo tempo. Dal 91 è stato professore all'Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dove ha creato e diretto il già ricordato Centre Ledoux, centro di accoglienza Histoire culturelle et sociale de l'art della Scuola dottorale di storia dell'arte, fino al 2006 con Monique Mosser, specialista della storia dei giardini. Sua compagna di ricerca in tanti campi, ha diretto il master professionale in compartecipazione con Paris 1 e l'École d'Architecture de Versailles intitolato Jardin historique, patrimoine et paysage. È stato presidente della PAUAS, eccetera, e Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art des universités, direttore della rivista Histoire de l'art dal 91 al 94, membro di numerose società scientifiche, fondatore e presidente dal 1976 del gruppo Histoire, Architecture, Mentalité Urbaine, del quale è presidente onorario dal 2010, data della sua uscita dal servizio attivo, per così dire. Non mi piace il termine pensione, in francese retraite. Daniel Rabrot non ha niente del pensionato e tantomeno del ritirato, con tutto rispetto per la categoria della quale anch'io entrerò a far parte fra pochi anni. Nella sua ricchissima produzione scientifica possono essere individuate alcune tematiche dominanti, pur nella varietà di interessi, a partire dalla sua tesi dottorale sul teatro e l'ornamento delle città nel Settecento, discussa nel 78, da cui è scaturita una sua prima linea di ricerca sull'architettura teatrale, con studi su Soufflot, Cochin e il ruolo in questo ambito del Marchese di Marigny, fratello minore di Madame de Pompadour e molto meno noto al grande pubblico rispetto all'affascinante e celeberrima sorella, del quale è stato uno dei primi, se non il primo, a mettere in luce il rilevantissimo ruolo nella politica artistica francese dell'età di Luigi XV. Ricordo anche la sua partecipazione al convegno Piranèse et les Français, dedicato a un tema, il rapporto del grande architetto e incisore Giovan Battista Piranesi con la coeva cultura francese, le cui potenzialità sono oggi molto più chiare. Peraltro Piranesi aveva la sua stamperia via del Corso di fronte a Palazzo dei Mancini, allora sede dell'Accademia di Francia. Forse lui e i francesi dovevano solo attraversare la strada per scambiarsi incisioni, disegni, suggerimenti. Il convegno era stato preceduto da una bellissima mostra sullo stesso tema, tenutasi a Villa Medici a Roma, il cui ispiratore fu tra gli altri André Chastel, il ricordato maestro di Rabrot, e indimenticato e mai abbastanza rimpianto maestro anche nei nostri studi. Le sue ricerche sull'aspetto e sugli elementi decorativi dei teatri francesi sono proseguite con altri interventi che a partire dall'84 si sono seguiti a cadenza quasi annuale, fino a culminare nella monografia sul Théâtre de l'Odéon del 2007 e sul rapporto tra architettura teatrale e urbanistica l'anno successivo, 2008. Storia dell'architettura e dell'urbanistica è un ulteriore filone di ricerca di impressionante ricchezza, più di 50 contributi, tra i quali si distinguono quelli che possono essere definiti le sue opere capitali, che hanno contribuito a rafforzarne la reputazione internazionale, gli scritti sulle feste rivoluzionarie, realizzati insieme a Monique Mosser, l'ha già ricordata sua compagna di ricerca, particolarmente nel campo dell'architettura dei giardini, quelle sul pittore architetto Charles de Bailly, sulle arti della rivoluzione, sulla Basilica di Sainte-Geneviève a Parigi dell'89, capolavoro dell'architetto Soufflot, ma anche monografia capolavoro in senso metodologico dello studioso Daniel Rabrot. Gli studi sulla passeggiata urbana in Francia nel 600 e nel 700, con grandi aperture proprio sugli aspetti sociali che tutto questo comporta, sul mito della feudalità e le sue conseguenze alla vigilia della rivoluzione. E poi la monografia su Claude Nicolas Ledoux del 2000, tradotta in russo nel 2007, e Ledoux è l'architetto qui intitolato il Centro di Studi fondato dallo stesso Rabrot, prestigiosa istituzione tuttora attiva. Sul disegno di architettura nel Settecento,
pubblicazione in italiano, francese e inglese del 2001, al quale risale anche un'incursione verso la Cina. Non ci sono confini per gli interessi di Daniel Rabrot, con l'analisi stilistica dei palazzi europei del Yuan Mingguan, non so, il mio cinese è peggio del mio francese, l'antico palazzo d'estate o giardino del perfetto splendore dell'imperatore, realizzato tra 700 e 800. Un forte impulso agli studi sullo stile impero è venuto dal suo contributo sulla decorazione di interni intorno al 1800, uno studio pubblicato nel 2004, e sul rapporto natura-città sotto l'Ancien Régime del 2006. Nel 2010, con il saggio sul gusto alla grecque sotto Luigi XV e l'apertura sull'impiego dell'architettura dell'antichità tra umanesimo e illuminismo, fa giustizia dei luoghi comuni, tanti, troppi, abusati, intorno alla cosiddetta età neoclassica e alle sue radici, invitando a ripensare il modo di affrontare lo studio dell'eredità classica, antica, in rapporto alla cultura moderna. Ed è molto importante che appunto proprio in casa di Giacomo Quarenghi venga premiata una persona che ha così rinnovato gli studi sul cosiddetto neoclassicismo, un termine che a Daniel Rabrot non piace per niente, non piace a tanti di noi perché è restrittivo rispetto alle potenzialità invece di quell'epoca straordinaria, ma come scrisse Rosenblum è una specie di camicia di forza che siamo costretti a usare sapendo però, conoscendone i limiti. Entrano poi in gioco anche le amorose di Daniel Rabrot, per dirla con Battoni, la scultura e la pittura, sempre però per l'epoca da lui prediletta, il secondo Settecento. Cito per brevità lo studio sull'usanza di realizzare ritratti all'antica al tempo dell'illuminismo del 1996 e quello sul perduto ma ben documentato anche iconograficamente monumento equestre a Luigi XV di Bouchardon. A un primo studio del 96 ne è seguito uno più ampio del 2011 e vorrei anche dire che nell'analizzare l'usanza dei ritratti all'antica Daniel Rabrot ha colto anche il significato profondo che c'era dietro questa volontà, c'era una volontà di identificarsi, del ritrattato, di identificarsi con le virtù degli antichi, il cui linguaggio era scelto proprio per la propria raffigurazione. Alla ricchezza della sua qualificata produzione scientifica si accompagna la costante attività didattica della qualificata produzione scientifica di Daniel Rabrot, ma è ovvio che stiamo parlando di lui, si accompagna la costante attività didattica di alta specializzazione, nella quale si è speso con grande generosità. È stato direttore di un numero impressionante di tesi di dottorato e chi conosce l'impegno che tale lavoro comporta non può che restare ammirato da un simile numero. Ha così formato giovani studiosi di nazionalità diverse, anche extraeuropei, con i quali ha condiviso i propri progetti di ricerca e con i quali condivide, ho preso anche la propria biblioteca, donando loro molti dei suoi libri, e molti dei quali rimangono legati a lui non solo per la sua statura scientifica, ma anche per la profonda empatia di cui ha dato e dà costante prova. Seguire un progetto di ricerca dottorale significa infatti, se correttamente inteso, trasmettere metodi, informazioni, coinvolgendo il dottorando, termine non particolarmente bello ma non ne trovo un altro, nel proprio spesso soggettivo percorso di ricerca, senza alzare barriere o steccati. È quello di Daniel Rabrot un itinerario accademico umano che lo ha portato ad essere la meravigliosa persona che conosciamo e con la quale siamo grati di condividere un sincero sentimento di amicizia. Grazie Daniel Rabrot per quello che fa. Ringraziamo la professoressa che è docente di storia della critica d'arte dell'Università Roma 3. E adesso, prima di procedere alla premiazione, ancora dei ringraziamenti. È prezioso vedere come ci sia stato un concorso di interesse, di
attenzione a questo premio 2016 e in questo spirito al Comune di Bergamo e all'Osservatorio Quarenghi si sono uniti dando il loro patrocinio la provincia di Bergamo e l'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, mentre hanno concesso un grato contributo il Comune di Rota Imagna, la Camera di Commercio, la Fondazione Credito Bergamasco, la Banca Popolare di Bergamo, la Cooperativa di Città Alta, l'Associazione Amici della Biblioteca Angelo Mai. Li ringraziamo molto. E adesso invito la Presidente del Consiglio Comunale e il Presidente di Osservatorio Quarenghi a consegnare al professore il premio Quarenghi 2016. Professore, la invito adesso a tenere la lezione. Il professore Daniele Capò è professore emerito, mi scusi, dell'Università La Sorbona di Parigi. Sì. Vous aidez? Non, c'est gentil. C'est vous qui... Je dois avoir le petit... Voilà, oui. C'est là. Donc, je vais me mettre ici parce que je veux... Ah, c'est pareil. Oui. Merci. Excusez-moi, Excusez-moi, j'ai encore l'émotion de cette séance très exceptionnelle qui est à la fois une grande surprise pour moi et un très grand honneur décerné dans ce lieu communal de Bergame. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui ont contribué à cette cérémonie. Madame la Présidente du Conseil municipal, Madame le représentant culturel de Bergame, Monsieur le Président du Observatoire Quarenghi, et toutes les personnes, collaborateurs ou autres qui ont aidé à cette cérémonie qui va évidemment déboucher ensuite, alors c'est autre chose, parce qu'il me concerne personnellement, sur ce deuxième centenaire de la mort de Quarenghi. C'est un événement tout à fait intéressant. Je m'aperçois que j'ai oublié mes lunettes. Non pas que je ne vous vois pas, je vous vois très bien, mais je vais lire. Je voudrais remercier aussi, dans ce que j'ai entendu, des choses très étonnantes, bien sûr, c'est déjà un côté biographique inquiétant quand on est retraité. En université, on dit pudiquement professeur émérite, ce qui ne veut pas dire grand-chose, surtout pas des mérites.
mais simplement qu'on part à la retraite un peu triste de voir moins souvent des étudiants. Mais bon, une grande salle pleine comme ça, c'est toujours très agréable malgré tout. Et j'ai entendu des choses parmi les uns et les autres, mais surtout Liliana Barrero, je ne sais pas où elle a trouvé des choses extraordinaires à raconter sur ma vie et mes recherches. Bon, mais je crois que, enfin, je crois que tout est vrai, à peu près, peut-être un peu excessif dans les louanges, mais je la remercie très, très chaleureusement d'avoir accepté d'abord cette corvée et de l'avoir fait si gentiment, en essayant effectivement et en réussissant à faire passer peut-être un message qui en principe est celui de tous les enseignants à l'université quand ils essaient d'équilibrer à la fois la recherche personnelle, la recherche de groupe et la transmission des connaissances avec nos chères têtes blondes ou brunes, évidemment. À propos de brune, Laetitia Tedeschi, je dois évidemment te remercier aussi, car, non, je ne remercie pas, mais je dois avouer devant le public que tu es la seule personne aujourd'hui qui me fait travailler en histoire de l'art à cause de ce maudit institut de Mendrisio. Alors je sais, c'est la Suisse italienne, donc Bergame, vous êtes garantie de toutes mes récriminations, mais c'est un tel plaisir de travailler dans les conditions internationales de ce laboratoire d'histoire, d'architecture et de recherche, et non seulement branché évidemment sur l'Italie, constamment sur Milan, Rome et autres endroits, mais aussi la Russie et la France, puisque, comme Liliana, d'ailleurs toutes les deux, vous avez des responsabilités dans le cadre de la recherche universitaire à Paris, même à l'Institut national d'histoire de l'art. Donc je crois qu'il y a là un petit résumé d'une très grande complicité entre l'Observatoire de Bergame, de Giacomo Corelli, entre Mendrisio, entre Oromatré, probablement entre les autorités de Bergame, quand ce prix est décerné, et je vous en remercie beaucoup. Bien, il faut que je retrouve le souffle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour arrêter les conférenciers trop longs. Moi, c'est une chose que j'aimais bien faire quand je présidais les jurys de thèse ou des choses comme ça, où les colloquants, comme on dit, couper les gens qui parlent trop. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas qui c'est. Monsieur le Président, c'est vous qui faites ça? Ah, c'est vous, madame, bien sûr, excusez-moi. Je ne vous ai pas assez remercié, mais écoutez, je vous remercierai après si vous coupez au bon moment. Merci en tout cas à tous. J'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Donc je vais parler des artistes français du siècle des Lumières touchés, j'insiste sur ce mot, touchés par l'Italie. Et d'abord, je dédie l'attribution de ce prix international et cette petite conférence d'aujourd'hui à la mémoire de mon maître André Chastel, qu'on a déjà nommé tout à l'heure, historien de la Renaissance italienne et de l'art français, bien sûr, parmi les plus renommés. Non seulement j'ai eu le privilège d'être son élève depuis la licence jusqu'à l'obtention de ma thèse de doctorat d'État, soutenue sous sa direction au Collège de France. Mais grâce à sa clairvoyance, à son autorité évidemment, et à sa grande bienveillance, il m'a été possible d'obtenir notamment cette chaire à la Sorbonne. C'est également grâce à son impulsion que j'ai pu publier mes premiers travaux de recherche et entamer une carrière internationale. C'est lui, par exemple, qui m'obtint une bourse pour un premier séjour au Centro Andrea Palladio de Vicenza, de Fisance, en 1968. Puis, c'était la révolution des étudiants en France, c'était merveilleux. Puis, une autre auprès de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, et c'était encore Leningrad. Enfin, c'est à Rome, à la Villa Médicis en 1976, je n'étais pas pensionnaire, mais que le mémorable colloque Piranèse et les Français approfondit l'examen des rapports entre les artistes français en formation et l'Italie. Y participaient à ce moment-là nombre de ces élèves qui formaient une équipe très soudée de jeunes 18e-istes. Et sous la houlette du maître, mes camarades et moi devinrent les responsables d'expositions
qui actualisèrent la connaissance de thèmes ou d'artistes majeurs du XVIIIe siècle. Par exemple, thème du palladianisme en France, des architectes de Vailly, Soufflot, Brongniart, Crucy, grand architecte nantais, sur les arts du théâtre, etc., etc. Et durant 40 ans, mes recherches se sont développées autour de ces thèmes et de ces artistes, des institutions artistiques et de la théorie de l'art, immanquablement autant de thèmes qui offrent des perspectives très variées dans le champ des études sur les rapports franco-italiens, revisités bien sûr à l'époque des Lumières. J'oubliais, Chastel ne m'a pas transmis son don apprécié pour les langues étrangères. Donc je vous remercie de bien vouloir m'excuser de communiquer en français. Mais je pense qu'il y a eu une traduction très gentiment qui a été faite de ce petit propos. Alors au XVIIIe siècle, la filiation séculaire des arts entre nos deux pays, la France et l'Italie, avec l'inspiration diversifiée qui en a découlé et l'origine du progrès des arts réunis, espéré dans le cadre de la République des arts, ce sont des citations à chaque fois, progrès des arts réunis, République des arts parisienne, tout ça s'est trouvé complètement réévalué finalement. Dans le contexte d'une pensée innovante, avec le souci de toucher un public exigeant qui s'exerçait à la critique au XVIIIe siècle, l'expérimentation l'emporta sur l'application des normes académiques. Celles-ci fussent-elles forcées et fondées par la reconnaissance des modèles de l'Antiquité. La réception de l'art, sa théorie même, s'illustrèrent lors d'expositions publiques au XVIIIe, les fameux salons du Louvre, et se diffusèrent dans la presse comme dans les guides ou descriptions des villes. L'histoire de l'art, discipline des sciences humaines, ne peut donc rester figée dans l'histoire stylistique de l'art, repliée sur elle-même. Cette prise de conscience, curieusement, me semble-t-il, correspond à l'époque même où le concept de néoclassicisme semblait devoir être établi et normalisé. C'était dans les années 1970, grande exposition européenne à Londres sur ce sujet. Donc, de nombreuses décennies, finalement, après la formulation du concept de baroque, toujours en vigueur. La dialectique des anciens et des modernes, qui s'exprime durant tout le XVIIe siècle, tend à se résoudre à la fin du XVIIIe, tandis que l'allégeance des Français au maître de l'art italien, et cela depuis le triomphe du primatis de Serlio sous François Ier, jusqu'à l'échec malheureux du cavalier Bernard à Paris sous Louis XIV, cette allégeance des Français aux Italiens connaît des fluctuations individuelles et typées à la fois selon les branches artistiques, selon la formation et la culture des artistes, bien sûr. Et l'ambition qui pousse certains d'entre eux à s'inscrire dans une réforme des arts qui marque fortement en France le règne de Louis XV, détermine leur position de chef d'école, fiers de transmettre les sources parfois amalgamées de leur inspiration. Et je pense qu'en art, le concept d'imitation ne se radicalise que tardivement, à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de ces grands théoriciens du néoclassicisme, comme on dit encore, Winckelmann et Quatremère de Quincy notamment. Tandis que les artistes contemporains de la publication de l'encyclopédie 40 ans avant, ces artistes se sont, eux, manifestés par un sentiment d'émulation, et non pas d'imitation seulement. Ce sentiment d'émulation, vécu comme un idéal, s'est appuyé à la fois sur la valeur des anciens, les Romains d'abord, bientôt les Grecs, tout en recherchant l'équilibre entre la nature inspiratrice et les effets que celle-ci avait inspirés aux grands artistes des temps modernes. Cette liberté créatrice, parfaitement ancrée dans l'esprit des Lumières, André Chastel l'a reconnue pertinemment, je trouve. C'était dans sa préface du catalogue de l'exposition
Piranèse et les Français, il reconnaît en affirmant à propos des peintres, sculpteurs, architectes et graveurs qui bénéficiaient du séjour à l'Académie de France à Rome, je le cite, « Ces Français de la première génération, les Piranèsiens donc, vers 1740-1750, qui connaît Piranèse, sont de jeunes artistes et ils ne viennent pas à Rome en amateurs, comme les Anglais, ni en idéologues, comme les Allemands, mais avec l'idée de se trouver et de s'accomplir. » Fin de citation. Et indéniablement, avec l'antique étudié in situ, l'art italien touche la sensibilité de ces jeunes artistes français qui vont séjourner 1, 2, 3, parfois 4 ans à Rome, parfois plus. Alors, on se méfie de l'appropriation du terme influence et de son ambiguïté. C'est pourquoi, en évoquant un choix très restreint de grands artistes touchés par l'Italie, je souhaite limiter mon propos à des faits et à quelques observations, analysées et interprétées. Et sans plus de souci de généralité, je vais montrer quelques œuvres d'un sculpteur très fameux, Bouchardon, et celles de 5 architectes non moins célèbres, Soufflot, Petitot, Gondouin, Devailly plutôt, Ledoux. Ces artistes français, tous sensibles à l'art des maîtres italiens du passé, ont souhaité en transmettre l'exemplarité. Mais tout en rendant hommage à ces maîtres, dans un souci d'éducation du public et d'instruction pour les jeunes artistes, ils ont abouti à une synthèse originale où l'expression du beau, qui leur appartient, s'appuie justement sur le sentiment d'émulation que j'ai évoqué. L'histoire du goût qui nous intéresse est ici celle de la recherche d'un équilibre idéal entre l'imitation et l'interprétation. Si possible, rivaliser avec l'antique, mais dans un respect scrupuleux d'une vérité que transmet la nature observée. L'architecture, art du dessin, comme ses sœurs, ne sera admise dans la classe des beaux-arts que tardivement dans le siècle des Lumières, une fois débarrassée du préjugé qui, depuis Vitruve, voulait qu'un art mécanique, utile, mettant en œuvre des matériaux naturels à des fins pratiques, n'avait pas sa vocation à imiter la nature. Je crois fermement que de Piranèse à Ledoux, c'est un combat permanent qui s'exprime afin d'inclure la reconnaissance de l'art absolu, c'est-à-dire poétique, spirituel, symbolique, de l'architecture, dans les mentalités de l'époque. Et à ce titre, l'anti-vitruvianisme a été un des combats des Lumières contre la métaphysique de l'art, comme on disait à l'époque. Dans la culture antiquisante du siècle des Lumières, n'est-ce pas affirmer également, d'une part, la légitimité de l'idéal libertaire, de l'expérimentation soumise aux perspectives du sensualisme philosophique qui sacralise la nature, et d'autre part, l'optimisme d'une croyance sincère dans ce progrès des arts réunis qui doit éclairer la postérité. À ce titre, le rôle prédominant du dessin, modèle, source d'aspiration du projet et de l'expression, ce modèle du dessin s'impose comme processus majeur de création et à travers la gravure comme témoignage, message destiné au public et instrument de l'apprentissage des arts. Alors, paradoxalement, en prologue, 10 minutes de prologue déjà, je vous propose une image de François Boucher, qui, à la fin de sa vie, fut le premier peintre du roi Louis XV. Et pourquoi cette image d'un peintre? Bien, parce qu'il s'agit d'une œuvre peu connue qui illustre précisément l'inspiration italienne de l'artiste sur un sujet très nouveau, qui concerne au fond toutes les formes d'art de l'époque. Alors, qu'on soit bien clair, je ne traiterai pas ici de l'histoire de la peinture, domaine d'ailleurs où le processus d'imitation des maîtres a été beaucoup mieux étudié jusqu'ici,
non seulement depuis la période de la Renaissance, c'est évident, mais également du passage du XVIIe au XVIIIe siècle, durant lequel l'école française s'ouvre au courant coloriste et pittoresque des Flamands d'une part, l'école du Nord, mais de l'expression sensuelle des écoles de Venise et de Parme, par exemple. En histoire stylistique de l'art, on dirait rococo, ou chez nous rocaille, qui est une terminologie assez trompeuse, car simplificatrice et beaucoup trop restreinte. On va le voir, alors que le rococo triomphe en Europe dès les années 1730-1740, certains artistes fidèles à l'antique ne négligent pas le grand genre des maîtres étrangers dont ils s'imprègnent pour la quête d'un équilibre harmonieux idéal. Raphaël, Rubens sont deux pôles vénérés, mais même pour l'architecture, Raphaël n'est pas oublié et le rejoignent bientôt Palladio, Michel-Ange, le Bernin, les Bibbiena, d'autres auxquels un nouveau sentiment national ajoute également, par exemple, les noms d'artistes de la Renaissance française, Jean Goujon, le sculpteur, Philibert Delorme ou Salomon de Brosse, les grands architectes de la fin du XVIe. La parité entre le moderne et l'ancien est aussi, vous en doutez, le sujet de cette conférence, et elle passe par la reconnaissance d'un sentiment double, particulièrement maîtrisé, l'amour de l'Italie, confronté à la légitimité des sources historico-géographiques de l'art. Que montre cette gravure de Cochin fils d'après un dessin ou une synthèse de dessin exécuté par Boucher durant son séjour de 4 années à Rome entre 1727 et 1731. Le titre de l'eau forte est explicite, l'opérateur ou la curiosité, et voilà le niveau, dans une foire de campagne. C'est-à-dire le montreur d'une boîte d'optique que visionne une jeune femme penchée. Certes, le paysage où se situent les divertissements nombreux de la scène de genre s'identifie aisément avec une évocation des envies de Rome, tels apparaissent les vestiges de temples antiques émergeant d'une végétation méditerranéenne touffue. En fait, le dessin était à l'origine le modèle d'un carton de tapisserie pour la tenture commandée à la célèbre manufacture de Beauvais sous l'intitulé global « Fêtes italiennes ». Le génie pittoresque propre à Boucher ne doit pas ici donc occulter l'art de faire emprunté à l'Italie et l'aspect méditatif profond de l'iconographie, montreur d'images, l'opérateur des images. Eh bien, la perspective double qui diverge selon deux points de fuite symétriques appartient aux constructions scénographiques que les Bibbiena ont alors diffusées dans toute l'Europe. Dans le domaine du paysage, cette gravure, je pense, livre une perspective de l'espace bien propre à intéresser aussi l'historien de l'architecture. Mieux, symboliquement, la partie centrale qui correspond à l'angle avancé de la boîte d'optique suggère une réflexion sur le rôle de la vue, du regard, de la vision, un hommage au sens majeur de la jouissance artistique. Comme au théâtre, où opère la catharsis, le spectacle dessiné devance les formes virtuelles qu'inventera peu à peu Piranèse et ses suiveurs dans ses estampes. Or, on connaît en France des gravures de Piranèse qui sont imitées du Piranèse et parfois dans des versions coloriées pour servir de vue d'optique divertissante, vue de Rome, vue caprice ou d'antiquité, etc. Donc le sujet de l'opérateur ou la curiosité ne symbolise pas ici le voyeurisme, je l'ai vu dans votre regard, et on pense toujours au sujet libidineux qu'affectionnait Boucher, peintre des petites maîtresses et des métamorphoses, c'est vrai. Mais ici, par le truchement du mécanisme optique, c'est l'affirmation que l'illusion sollicite l'imaginaire du paysage romain. Et par extension, le thème éduque le public éclairé qui, lui, n'a pas voyagé et qui lui fait partager l'expérience d'outre-monde. Le sculpteur Edme Bouchardon
est l'exact contemporain de Boucher. Lauréat, comme lui, du premier Grand Prix de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et à ce titre pensionnaire à l'Académie de France à Rome. Mais tandis que son condisciple peintre est arrivé 6 ans après lui pour quitter Rome au bout de 4 ans, Bouchardon demeurera 9 longues années dans la ville éternelle. Avait-il en tête l'exemple de certains maîtres français du XVIIe siècle, je pense à Nicolas Poussin, ou le sculpteur Pierre Legros, ou encore plus proche de lui, Pierre Subléras, qui firent toute leur carrière sur les bords du Tibre. Non seulement les copies d'antiques et les dessins de tout genre d'œuvres modernes l'absorbent, mais ils s'honorent de commandes de sculptures, bustes, statues, médailles, projets monumentaux, etc., qui sont loués unanimement par le directeur de l'Académie, mais surtout par de très nombreux commanditaires qui appartiennent à des institutions religieuses très influentes, à la cour papale et au milieu diplomatique français, allemand et britannique. Dans le contexte international du Grand Tour, tous s'illustrent comme des amateurs, collectionneurs, visiteurs férus d'art antique. Et il faudra un ordre express du surintendant des bâtiments du roi Louis XV, le duc d'Antin, pour que Bouchardon renonce à sa carrière italienne et rentre à Paris se mettre au service du roi. En 1733, dès son retour, l'ascension est fulgurante. Il obtient un logement au Louvre, est agréé à l'Académie royale, bientôt reçu à l'Académie royale, le tout assorti de commandes prestigieuses pour Versailles et Paris. Comblé toute sa carrière, Bouchardon est célébré à sa mort en 1762 comme le meilleur dessinateur de son temps et le plus grand réformateur de la sculpture du XVIIIe siècle. Or, c'est bien à Rome, d'abord dans l'art du portrait, que Bouchardon a brillé, et les raisons de son succès révèlent d'emblée la puissance de son imagination créatrice et la valeur de sa maîtrise virtuose du marbre. En témoigne ici le buste à l'antique de Philippe von Stosch et celui du pape Clément XII. Dans les formes les plus épurées, où le volume anatomique et le drapé contrastent discrètement selon la clarté des contours, le portrait du célèbre antiquaire refuse toute idée hiératique. Au contraire, l'économie des moyens s'accorde avec une pénétration psychologique qui montre la capacité de l'artiste à saisir la physionomie, le caractère de l'homme tout en traduisant sa position d'antiquaire, je dirais, donc socio-culturelle. Avec le portrait du souverain pontife, c'est aussi au buste du Bernin que l'on pense. Même virtuosité dans le rendu des textures contrastées, tissus, broderies du vêtement sacerdotal, même clarté des plans et des contours qui mettent en scène une physionomie étonnamment sensible et vivante, celle d'un homme au bord de l'aimable conversation, plutôt qu'un pontife imbu de son pouvoir. Or, c'est par l'attachement qu'il porte à la nature physique, nature humaine, que le sculpteur opère cette merveilleuse synthèse des moyens d'expression dans le marbre. Entre l'antique et le Bernin, le jeune artiste, il n'a pas 30 ans, lance la trajectoire d'une forme d'art sensible et idéale à la fois, où l'idée de beau ennoblit avec simplicité le sentiment le plus humain. Lorsque le même sculpteur se fait architecte, pour concrétiser un monument, ces principes ne changent pas. C'est bien la synthèse de l'inspiration variée et du désir de simplicité qui anime son cheminement et l'aboutissement de l'œuvre. Témoin, ce projet est réalisé pour la célèbre fontaine de Trévi à Rome. L'ordre monumental antique n'offre aucune concession, on le voit, avec sa structure uniforme en blocs massifs, dans son rôle de faire valoir des groupes sculptés selon la tradition la plus remonte du Bernin et de ses émules. Retenons donc la leçon de cette composition, un peu étrange à l'époque, et par rapport à la réalisation magnifique que vous connaissez, mais dont le principe se trouvera appliqué par Bouchardon lui-même peu de temps après, mais avec beaucoup de simplicité. Ce sera la fontaine de Grenelle à Paris. D'abord, constatons combien Bouchardon n'a pas été avare de fougue dans son amour de l'antique quand il choisit de copier à Rome le très célèbre faune Barberini
chef-d'œuvre du renouveau de l'inspiration hellénistique, dont on célébra la provocante beauté. Un demi-siècle plus tard, l'architecte de Wally, lui-même ancien pensionnaire à Rome, rend encore hommage à ce marbre en l'incluant dans un projet de fabrique pour le parc de Menard, propriété des bords de la Loire du marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, directeur général des bâtiments du roi, réformateur très éclairé et inconditionnel, protecteur du sculpteur. Parmi les maîtres italiens qui inspirent les artistes français, curieux et frondeurs de la tradition académique du grand siècle, Michel-Ange arrive juste avant le Caravage pour les peintres. Et c'est d'ailleurs Michel-Ange, sculpteur et architecte, dont la manière jugée excessive, expressionniste pourrait-on dire aujourd'hui, qui bousculait l'image classique de l'Antiquité, c'est ce Michel-Ange qui offre désormais des sources de renouvellement. Témoin du célèbre Christ de la Minerve, à Rome, que Bouchardon choisit d'imiter ouvertement dans la commande des statues d'apôtres de la Vierge et du Christ, qui doivent désormais décorer les piliers du chœur de Saint-Sulpice à Paris. Programme directement inspiré de celui de Saint-Jean de Latran, comme l'a montré dans sa thèse récemment Guido Boroni. Simplicité et naturalisme s'éloignent du modèle michel-angelesque, y compris avec la croix qui simule un tronc d'arbre coupé et non pas des poutres. Au triomphalisme divin, Bouchardon préfère l'attitude réservée de la compassion, qui s'accorde avec l'autre statue, je ne l'ai pas ici, qui est en place, l'autre statue en pendant, qui est celle de la Vierge de douleur et qui n'est que des grands plis douloureux. L'importance de cette œuvre se confirme par deux constatations. D'abord, c'est ce même Christ réduit en marbre blanc précieux que le sculpteur choisit comme sujet pour son agrément à l'Académie royale. Grand symbole. Ensuite, le grand Christ en pierre que nous voyons décore l'église la plus volontairement catholique romaine de Paris. Au même moment, l'architecte franco-italien Servandoni dresse le gigantesque portique de la Loggia de Saint-Sulpice, transposition antiquisante de la récente façade de Saint-Jean de Latran. En somme, à Paris, au cœur du quartier latin, en plein conflit janséniste, les artistes au service du roi de France témoignent de la primauté de l'Église catholique romaine. Ce sont des choses qui ne sont pas assez dites encore en France aujourd'hui, où on a tendance à méconnaître cette influence italienne, parfois contradictoire, mais évidente lorsqu'on voit les œuvres et qu'on suit les cheminements des artistes. L'antique et le moderne caractérisent encore une modeste contribution de Bouchardon à l'architecture. On connaît trop peu un curieux édicule qu'il édifia dans le jardin de son grand ami, le comte de Caylus, autorité savante, grand esprit torturé, je dirais, par l'antique, et qui publie des études considérables, très diffusées sur le monde gréco-romain, et qui inspire constamment l'artiste Bouchardon, dont Caylus sera d'ailleurs lui-même artiste, le graveur prolixe des dessins de l'artiste, dans des publications notamment. Eh bien, ce petit monument détruit est bien une fabrique emblématique de la passion des deux compères, l'érudit et l'artiste, le sculpteur, pour l'antiquité nourricière. On peut s'amuser évidemment à interpréter la présence de la pomme de pin romaine comme un clin d'œil à celle qui décore la niche géante de la cour du Belvédère au Vatican. Mais beaucoup plus sérieusement, il s'agit de reconnaître dans l'image de l'ordre dorique romain, sans base, une allégeance à l'invention d'Andrea Palladio, mise en œuvre à la basilique de Vicence et diffusée dans les Quattro Libri dell'Architettura de 1570, qui est, ce n'est pas un hasard, une des publications de la Renaissance parmi les plus analysées dans les séances de l'Académie royale au XVIIIe siècle. Mais on n'est pas encore dans le courant palladianiste pour les Français à ce moment-là. Toujours en pleine période d'expansion de la rocaille, c'est un peu flou, non? Comment ça se fait? Bon, c'est flou à l'écran, non? Parce que c'est flou. Donc en pleine période rocaille, on est dans la fin des années 1730,
Bouchardon promeut un nouveau goût à la grecque à la fontaine de la rue de Grenelle, qui est le premier monument élevé à la gloire de Louis XV par la municipalité de Paris. Certes, l'hommage à Michel-Ange n'est pas omis. On reconnaît dans la composition des groupes sculptés de la ville de Paris assise et des sources des fleuves, la Seine et la Marne, la structure même du décor des tombeaux Médicis à Florence. Mais l'amalgame est parfait, toujours avec cette simplicité qui, selon Bouchardon, sied au rapport entre le pittoresque naturel et la pureté de l'ordre antique. Ici, les colonnes sont jumelles à la française, comme celles du Louvre de Claude Perrault. Tandis que les consoles cannelées étirées se réfèrent à la Renaissance, que la frise ornementale des lignes de poste illustre le goût à la grecque, l'écoulement fictif des eaux sculptées dans la pierre sert d'assise aux très vivantes sources qui sont environnées d'un substrat de paysages naturalistes, roseaux, palmipèdes, des alcygnes, il y a des canards qui s'envolent, qui simulent les berges de la Seine. Certes, l'antique domine dans la statue majestueuse de l'allégorie de la ville de Paris, assise. Mais sa position et l'ajustement des plis du vêtement qui accentuent celle-ci font écho clairement à des marbres antiques exposés au Vatican et au musée du Capitole. L'expression symbolique qui exclut toute hiérarchisation dominatrice se trouve conforme à l'image que la monarchie éclairée ne cesse de véhiculer au XVIIIe siècle dans sa propagande. Un pouvoir bienfaiteur et protecteur de ses peuples. Ici, la douce harmonie réunit le roi et l'action de ses édiles municipaux. Et d'ailleurs, cette fontaine a été commandée pour célébrer le traité de Vienne qui mit fin à la guerre de succession d'Autriche en 1738, les inscriptions lapidaires en latin et en français qui exaltent la politique de la paix mise en œuvre en Europe par la France. Dans un second projet, qu'il met en œuvre définitivement, après avoir conçu la partie centrale, Bouchardon élargit le programme iconographique de la fontaine à l'évocation des 4 saisons. Prolongeant le portique ionique, 2 larges ailes curvilignes disposent dans des niches les statues des génies du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Ils encadrent les armoiries de la ville de Paris et s'accompagnent de signes du zodiaque. Entre l'exaltation de la nature et l'amour de l'antique, ces ignaudis résultent de la même synthèse du mot dans une émouvante simplicité. Les nombreux dessins préparatoires en témoignent. Recherche de mouvement à partir de plusieurs modèles vivants dessinés à la sanguine. Autorité des contours des compositions observées par l'artiste sur des intailles antiques de minuscules pierres gravées qu'il dessine lui-même d'après les collections du roi et que commande son ami Caylus. Or, ce sont des procédés que confirment plusieurs témoignages. C'est étonnant quand on voit l'image de droite et le résultat à gauche. À gauche, c'est l'allégorie de l'hiver, le génie de l'hiver se couvre. C'est étonnant de voir, à partir d'une image grossie à la loupe, comment on métamorphose l'indicible miniature en statue monumentale. Cet art d'équilibre est évidemment exprimé de la même manière. Dans les 2 chefs-d'œuvre les plus connus de Bouchardon, sa statue de l'amour, qui est au Louvre, où il y a une grande exposition Bouchardon en ce moment, et l'équestre, la statue équestre de Louis XV, détruite à la Révolution, qui centrait le regard du peuple sur l'immense place de la Concorde actuelle. Pour l'exécution de l'amour, à l'iconographie très sophistiquée, qui choqua la cour de Versailles, le sculpteur a laissé des dizaines de sanguines d'adolescents dessinés au naturel, mais aussi quelques modèles d'après l'antique, comme vous le voyez ici. Pour l'équestre colossal en bronze, le Louvre conserve plus de 400 dessins de chevaux de races choisies, 400 dessins, observés au naturel, mais également à l'anatomie disséquée. Certes, par le choix d'une composition au cheval passant,
Bouchardon honore la tradition de toutes les statues de la dynastie des Bourbons, d'Henri IV à Louis XIV. Ils sont issus de l'exemple célèbre du Marc Aurèle antique du Capitole à Rome. Le choix de la cuirasse impériale confirme la référence, mais la véracité du sujet d'art équestre, la posture apaisée du cavalier qui appuie le bras, le commandement sur le bâton retourné, et surtout la physionomie recherchée du cheval, où on a reconnu un exceptionnel portrait animalier, tout cela contredit le caractère de l'œuvre antique imitée. La critique et le refus du hiératisme du Marc Aurèle sont plus forts finalement que l'allégeance à la référence séculaire. Au service du roi, le sculpteur surpasse l'antique par le naturel communicatif et fait passer le message nouveau. En 1748, date de la commande de la statue, depuis la guérison d'une très grave maladie 4 ans plus tôt, Louis XV, surnommé le Bien-Aimé, est au sommet de sa popularité. La presse s'en fait l'écho, qui interprète le sujet statufié, le monarque dressé sur un cheval doux et pacifique, comme s'il descendait les Champs-Élysées, apporte la paix dans la capitale de son royaume. Nous avons l'essai de Chambers qui montre la statue Louis XV à l'emplacement de l'obélisque actuel de la Concorde. Alors, nous allons voir que la même raison politique ou idéologique anime les architectes dans la nécessité de reformer le goût de leur temps et de favoriser le progrès des arts. Et l'amour de l'Italie s'est alors trouvé projeté dans une dialectique dynamique, non plus de rejet, comme ce fut le cas à la fin du XVIIe siècle, mais de synthèse identitaire. Il ne s'agit plus d'affirmer l'autonomie et l'autorité d'un art français nourri de l'antique, ça va de soi, qui incarne la cour et l'éclat du pouvoir ecclésiastique, pouvoir d'État, comme sous Louis XIV. On souhaite désormais promouvoir un art au service de la nation, qui légitime une vision du progrès, de la modernité, dans l'action des élites sociales, intellectuelles, économiques et politiques qui soutiennent la monarchie de droit divin en crise, sous les Lumières évidemment. Dans cette brève démonstration du rôle que joue l'inspiration de l'art moderne italien en contrepoint de l'admiration critique de l'Antiquité gréco-romaine, le choix d'œuvres des architectes que j'ai sélectionnés se suffit, je crois, à lui-même. Et le temps qui est imparti à cette conférence m'oblige à occulter l'évocation des carrières de ces artistes au demeurant parfaitement connus aujourd'hui. Je le regrette, mais ce n'est pas un cours d'amphithéâtre de 3 heures, hélas. Le premier architecte, Jacques-Zémin Soufflot, excusez-moi, merci pour cette excellente grappa. Le premier, donc Jacques-Zémin Soufflot, a joué un rôle analogue à celui de Bouchardon dans l'élaboration et l'illustration d'une réforme de son art souhaitée par les mentalités progressistes et une politique éclairée. En 1733, Soufflot, d'instinct à l'âge de 20 ans, décide d'aller se perfectionner à Rome, où il séjournera 4 années. Il s'assure de puissantes protections et rentré en France, il devient en 1738 l'architecte de la ville de Lyon, où il reçoit entre autres la commande de l'Hôtel-Dieu, gigantesque édifice qui établit sa notoriété. L'entourage de Madame de Pompadour, la maîtresse en titre de Louis XV, le désigne alors pour guider dans un voyage d'études d'1 année en Italie le jeune frère de celle-ci, le futur marquis de Marigny, justement afin de le préparer à la charge qu'on lui destine, c'est-à-dire la direction générale des bâtiments du roi. Ce périple, à la fois diplomatique et institutionnel en quelque sorte, d'un futur ministre, eut lieu en 1750 et 1751 et il promut Soufflot à son retour comme le plus influent architecte de sa génération, à l'Académie royale notamment. L'œuvre phare de Soufflot à Paris
c'est évidemment l'église Sainte-Geneviève, devenue le panthéon civique de la Révolution, dont le chantier dure une trentaine d'années. 3 ans seulement avant sa mort, en 1780, fut trouvée la solution du dôme en cylindre à portique libre, plus épurée que celle de Rennes à la cathédrale Saint-Paul de Londres, qui fut aussi un des modèles de Soufflot. Et la solution structurelle et volumétrique de Sainte-Geneviève évoque le premier projet de Bramante pour Saint-Pierre de Rome, connu entre autres par une fameuse médaille commémorative de Jules II, et qui développe l'image du Tempietto de Tholos à l'antique que Michel-Ange n'avait pas retenu. Or, l'harmonie et le savant équilibre de l'ordre corinthien qui exalte le portique extérieur, mais aussi tout l'intérieur de la basilique, et la colonne libre portante, dominent très volontairement la plastique de l'œuvre. Mais un œil exercé, qui parcourt l'édifice dans toutes ses parties, image de gauche là, la coupe, comprend vite que l'extrême légèreté des supports et la luminosité éclatante des espaces proviennent d'une structure empruntée à l'art ancestral des Goths, comme on disait à l'époque, du Moyen-Âge. Soufflot et les ingénieurs qui ont commenté cette très audacieuse conception d'un gothique moderne, avec, vous le voyez, des arcs-boutants cachés de l'extérieur, des tribunes sous les voûtes légères et des pièces métalliques dans les parties hautes, tout cela légitime une double source d'inspiration. D'abord, celle-ci est technique et économique, car la raison se trouve dans l'imitation du style, du squelette des animaux et ou des groupements de troncs d'arbres qui sont à l'origine des ordres grecs. L'imitation de la nature devient donc prouvée. Alors, l'effet lumineux, intense, s'infiltre naturellement et hausse au sublime le lieu du culte divin. Ensuite, la seconde source historicisante est relative au caractère de la commande et à la destination de l'Église royale et nationale. Le vœu personnel de Louis XV, à la suite de sa guérison, en remerciement de la sainte patronne de Paris, Geneviève, la reconstruction au sommet du quartier latin de son lieu de sépulture, qui accueille les pèlerinages, honore les origines de la monarchie. Humble bergère, Geneviève fut l'amie et le soutien de Clovis, le premier roi chrétien de la dynastie des Mérovingiens. Donc cette boucle bouclée entre l'idéal artistique, l'iconographie idéologique et la crise du régime royal sous la pensée des Lumières. Avec l'inspiration qui engage le Soufflot et l'agrément de ses commanditaires, l'architecture savante devient donc une sorte de démonstration de la puissance innovante française. Et l'hommage apprécié à l'art italien de la Renaissance, par la présence du dôme et le plan en croix grecque d'origine par exemple, se partage désormais avec une tradition rénicole qui devient soudain dans le respect de l'amour de l'antique, expérimenté et scientifique. On connaît les graves vicissitudes du chantier du Panthéon durant plus d'un demi-siècle. Dans une recherche d'équilibre absolu, tant esthétique que physique, Soufflot a donc longtemps hésité sur la forme du dôme qui devait couronner son temple à l'antique, moderne. Le plus singulier projet fut celui que vous voyez en haut à droite, qui est dessiné l'année de la pose de la première pierre de l'édifice en 1764 par le roi lui-même. Quand on dit pose de la première pierre, ça veut dire qu'il y avait déjà 10 ans de chantier avant. On avait creusé dans des emplacements d'ailleurs romains, gallo-romains, très anciens, pour faire sortir l'édifice de terre avec une crypte énorme. Et le roi vient poser la première pierre lorsque le bâtiment sort de terre. Donc il y a déjà une grande expérience. Or ce projet de 1764, Louis XV ne venait pratiquement plus jamais à Paris. Il fait l'exception, il n'aimait pas se montrer en public, il fait l'exception pour ce chantier particulier. Et on y reconnaît donc ici un tambour orné d'une architecture renaissance italienne, sans difficulté, mais le dôme se métamorphose en cône à degrés, suggérant la silhouette pyramidale du tombeau d'Halicarnasse, l'une des 7 merveilles du monde. C'est un mausolée, évidemment. Or, l'année même de l'événement, ce projet emblématique inspire directement un jeune lauréat de l'Académie de Paris dans ce dessin que vous voyez
d'une chapelle sépulcrale. Il y a là donc des relations immédiates. C'est la même année, c'est tout de suite connu. On verra pourquoi, évidemment, c'est l'architecte Petitot qui fait la transmission entre Soufflot et l'Académie de Parme. Alors, principal sujet d'étude depuis les traités d'architecture jusqu'au débat académique, bien sûr, la typologie des ordres antiques et modernes s'est illustrée dans l'art de Soufflot d'une manière éclectique très novatrice. 3 exemples ici, sans plus de commentaires, il faut que j'avance vite, car ces exemples résument à eux seuls la capacité de Soufflot à synthétiser la source et ses modèles, et cela renvoie d'abord à l'idéal du goût à la grecque, en haut, puis au palladianisme grandissant, on va le voir, puis à l'hommage à Michel-Ange, et enfin une pure invention. On va voir 3 types de chapiteaux ou d'ordres de Soufflot qui à chaque fois précisent une référence. Alors la fascination que lui procure le dorique grec primitif puissant qu'il dessine lui-même à Paestum lors du second voyage avec Marini lui inspire un premier projet, on le voit, pour la crypte de Sainte-Geneviève. Dans la construction définitive, d'ailleurs, il ne va pas retenir cet ordre trapu grec, mais il réalisera un fût adapté du dorique de Palladio, sans base, tout en aplatissant les chapiteaux à la grecque. Donc une synthèse plus épurée que ce qu'il donne ici. C'est en revanche au modèle de Michel-Ange qu'il emprunte les chapiteaux de l'école de droit qui se dresse face à la place du Panthéon, mais l'ionique qu'il dessine à Paris rectifie et épure l'original du Capitole. C'est très simple, mais c'est quand même une innovation pour la France, où Davillers ici publie en 1991 plusieurs planches d'architecture de Michel-Ange qui n'étaient pas au XVIIe siècle considérées en France comme un modèle, au contraire. Donc on sent là les nouveautés, on sent les appétences qui se manifestent. Enfin, très précocement, puisque nous sommes là dans les années, fin des années 30, et c'est très précoce dans sa carrière, le chapiteau ionique qu'il met en œuvre à l'hôtel de Lyon, l'hôtel de Dieu de Lyon, pardon, pour ce chapiteau, je n'ai trouvé aucun modèle. Et là, je m'adresse à toute la salle, aux architectes, aux historiens de l'art, italiens ou autres, d'où vient à Soufflot cette idée d'une telle élégance alliée à une telle simplicité d'expression de la volute. Merci d'avance si vous trouvez des sources, j'ai beaucoup cherché, j'ai demandé à des spécialistes, les Powell notamment de la Renaissance en France. On n'a pas trouvé de modèle de ce chapiteau tellement simplifié, tellement élégant, et qu'il ne va pas faire carrière. J'en vois pas par la suite. Donc on voit ces architectes, c'est pour ça que le mot influence est toujours délicat, parce que qu'est-ce que c'est l'influence quand l'artiste en fait totalement autre chose ensuite, qui devient sienne en quelque sorte. Alors Edmond Alexandre Petitot est sans doute l'élève et le disciple le plus célèbre de Soufflot. Piranésien français, formé lui aussi à Rome, il devient l'architecte du duché de Parme, où il fit toute sa carrière. Ses œuvres, riches en sculptures, montrent non seulement un talent virtuose de dessinateur, mais également, ici dans un projet de Fontaine pour la ville de Lyon, une très forte imprégnation de l'esthétique de Bouchardon. C'est un hommage flagrant. Et pourtant, le goût ruiniste piranésien qu'il montre n'est pas sans dissonance volontaire avec le pittoresque naturel de son modèle. L'originalité de son goût à la grecque, dont il s'amuse lui-même en diffusant par la gravure les fameux costumes du décor architectural provoquant d'une célèbre mascarade, est fièrement attesté par ces costumes que toute l'Europe va connaître. Sa conscience d'architecte français mis au service de la cour de Parme est évidemment sollicitée au moment où la fille de Louis XV, Louise-Élisabeth, devient duchesse. Il s'agit désormais de franciser le goût d'une capitale de l'art italien, auparavant sous domination espagnole, à la manière de. Et Petitot incorpore dans certains dessins des chefs-d'œuvre emblématiques du grand genre imposés au XVIIe siècle par le roi Soleil. À gauche, la porte Saint-Denis à Paris, pour un projet de façade de palais ducal à Parme.
et l'élévation intérieure avec la colonnade de la chapelle palatiale de Versailles, de Jules-Adoin Mansart, que l'on retrouve dans le modèle, comme modèle de celle que Petitot dessine, et ne réalisera pas comme ça d'ailleurs, pour le palais de Parme. Il y en a donc deux citations politiques, même en quelque sorte, et emblématiques. La relation franco-italienne suit les mouvements d'une sorte de balance, on s'en aperçoit, et quand un artiste français œuvre sur le sol d'Italie, la balance évidemment va pencher vers le modèle français qu'il s'agit de favoriser. Jacques Gondouin, distingué très jeune par Louis XV, qui lui confie le projet et la construction de l'Académie et École de chirurgie de Paris, programme très novateur qui a tenu au roi lui-même, le Gondouin pyrénéen formé à Rome illustre un atticisme français qui synthétise l'art le plus épuré de Palladio et la simplicité grecque idéale, mais avec des effets scénographiques et un pittoresque d'invention parfaitement anti-académique. Quatrobert de Quincy, très sévère pour l'architecture de sa jeunesse à Paris, et défenseur d'un néoclassicisme épuré et très dur, trouvait que c'était le seul bâtiment intéressant du règne de Louis XV. C'est amusant. Mais il n'insistait pas sur la nouveauté de ce bâtiment et des irrégularités, au fond, qui sont indignes d'un néoclassique. Témoin, ces chapiteaux d'angle aux volutes imbriqués à l'équerre, dont il justifie la présence, tout en les simplifiant. Gondouin justifie la présence de ces créations bizarres par l'autorité de leur inventeur à la Renaissance, Philibert Delorme, au tombeau de François Ier, par exemple. Et on sait pas trop souvent que lors d'un second séjour en Italie, en 1775, après avoir visité Tivoli et la villa d'Adrien, Jeanne Gondouin est allé offrir à Piranèse lui-même les dessins et les relevés qu'il y avait faits, et qui attestent évidemment l'inspiration de la gravure en 80 qu'il donne de son projet d'école de médecine, avec des effets d'ombre et de lumière tout à fait étonnants, dignes de la prima parte. Ce syncrétisme d'hommage aux maîtres italiens, qui unit l'inspiration grecque et l'affirmation d'un historicisme à la française, caractérise tout l'art de deux architectes majeurs du dernier tiers du siècle des Lumières, et je termine avec eux, Charles de Roilly et Claude-Nicolas Ledoux. Le premier, de Roilly, effectua 3 longs séjours en Italie, de sa jeunesse à la maturité. Le second, Ledoux, ne franchit jamais les Alpes, ni la mer, mais son éducation et sa curiosité insatiable nourrirent son imagination de l'exemple des maîtres, et son œuvre en témoigne, tout comme les citations et les évocations qui s'accumulent dans le grand livre d'architecture qu'il a publié en 1804 et qui fera fureur en Russie, évidemment. Un livre qu'il dédie d'ailleurs non pas à Napoléon, qui l'a ignoré, mais à l'empereur de toutes les Russies, Alexandre. Je dois donc conclure. Aussi, je vais me limiter à montrer 3 ou 4 œuvres de ces deux architectes dans lesquelles le génie d'interprétation, voire le génie d'analyse de ces artistes confirme et nuance encore la référence et l'hommage aux maîtres italiens. De Roilly, co-auteur avec son ami Marie-Joseph Père de la Nouvelle Comédie Française à Paris, le théâtre de l'Odéon actuel, conçut cet édifice de prestige comme un temple d'Apollon et des Muses dédié au Parnasse français. Racine, Corneille, Molière, etc. Lampe et Voltaire, le tragédie le plus joué au XVIIIe siècle. L'emploi d'un ordre dorique sévère pour une architecture de loisir a surpris à l'époque. Mais l'aspect des murs à bossage affirmés, percés de baies variées, s'offrait en continuité, en fait, avec un chef-d'œuvre tout voisin, le palais du Luxembourg, construit au tout début du XVIIe siècle par Salomon de Brosse, à l'image du palais Pitti de Florence, à la demande express de la reine Marie de Médicis. On pourra dire, dans le langage d'histoire de l'art, que De Roilly devient maniériste, lui aussi. Je récuse cette formule, mais il y a des raisons. Également, et ça c'est plus étonnant,
l'art de Raphaël inspire de Wailly avec son projet de vestibule de la Nouvelle Comédie Française, toujours le même projet. Le projet a mis 15-18 ans à se réaliser, très long, mais il sera fait. Et il expose ces dessins du projet, on pourrait presque dire des peintures, ce sont des gouaches, au Salon du Louvre. Et on s'étonna à l'époque, dans les critiques, de voir s'y promener des spectateurs vécus à l'athénienne, sans trop s'en penser, peut-être, que l'architecte du roi rendait en effet hommage par l'ambiance de sa composition et quelques citations de détails que vous voyez, l'architecte et le compas en bas sur le sol à droite, les personnages sur les escaliers, même il y a une inspiration d'une figure de l'incendie du bourg du Vatican, enfin je ne veux pas tout citer, mais c'est extraordinaire de voir comment finalement de Wailly s'inspire de l'école d'Athènes, la fresque du Vatican, pour légitimer ce goût à la grecque, légitimer son talent de peintre-architecte, car il était aussi membre de l'Académie de peinture et d'architecture, et donc il célèbre Raphaël, qu'il montre ici comme le parangon du goût classique, avant même les peintres français Poussin ou Le Sueur. Et on trouverait chez d'autres architectes, Ledoux aussi, des citations, des références qui rendent hommage à cette quintessence du classicisme à l'antique de l'Italie de la Renaissance, les débuts de la Renaissance. Voilà la coupe de ce magnifique théâtre, et on voit bien le vestibule ramené à l'échelle du monument qui sera construit et qui existe toujours, assez abîmé malheureusement, mais quand même visible. Alors ailleurs, l'hommage de Palladio n'est pas en reste chez de Wailly. Par exemple, dans l'usage constant de la serlienne, la Venetian Bay Window, comme disent les Anglais, l'un des signes du palladianisme international naissant. De Wailly en glorifie l'usage monumental en Italie même, où il fait construire à Gênes, sur ses plans, le salon du palais Spinola, détruit par les bombardements de la dernière guerre, mais on a des photos, et puis, surtout, de Wailly dessine des dessins extraordinaires qui sont exposés au Salon du Louvre, et qu'il va publier, c'est encore plus extraordinaire, en gravure, dans le supplément de l'encyclopédie de 1777. Là encore, l'Europe connaît entièrement le théâtre de l'Odéon et le salon Spinola de Gênes. Alors, l'exemple de Palladio, on comprend très bien ici, ne suffit pas en fait à donner l'idée, la perspective illusionniste de cette structure géante avec la profondeur dans le miroir, car c'est en fait à l'admiration du Bernin que de Wailly emprunte cet effet dans l'imposante Scala Regia du Vatican qui va en diminuant, en donnant une perspective en profondeur de serlienne, une séquence de serlienne, non pas sur une façade plane, mais en profondeur. C'est un clin d'œil, là encore, tout à fait étonnant, qui n'empêche pas d'avoir son style particulier. Et cette autorité du Bernin sur ces artistes français, Bernin qui est considéré dans les guides de voyage et dans les commentaires académiques jusqu'en 1750 comme un artiste à ne pas imiter, trop excessif, trop baroque, trop. Ces artistes s'y intéressent de très près, au contraire. Exemple, un petit chef-d'œuvre de Wailly s'y réfère très nettement, moins explicitement dans le résultat que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais très audacieusement interprété. Il s'agit de la chaire à prêcher qu'il élève en 1788-89, encore dans l'église Saint-Sulpice. L'artiste actualise le souvenir de dessins qu'il a réalisé lui-même à Rome, vous les avez sous vos yeux, de la cathédrale pétrie du Bernin. Il les expose au Salon du Louvre, tout en poursuivant ses recherches à partir d'esquisses analytiques, symboliques du décor sculpté, effets lumineux, structures légères en suspension, tout cela, à partir de l'œuvre du Bernin, est disséqué dans ces 4 croquis. Et le résultat, proche du dessin en bas à droite, n'est plus un meuble traditionnellement accroché ou suspendu
à un pilier de la nef de l'église, mais un édicule complet, une petite architecture indépendante, véritable instrument de prédication, ce que n'était pas du tout le modèle papal, qui était un grand reliquaire à vocation allégorique du trône de Saint-Pierre. Ici, on est bien dans l'efficacité de la religiosité, du sensualisme même, catholique si j'ose dire, et la présence active du prêtre est constamment figurée sur tous ces dessins. Il y a plusieurs versions, de droite et de gauche, avec des effets lumineux différents. Tout cela, bien sûr, dans le dessin, avec un accent très théâtral qui montre les réflexions particulières de Veillon. Et c'est aussi, évidemment, il faut retenir, une dramaturgie de la pénitence qui accompagne les statuts des trois vertus théologales. Oui, je conclus la conférence, qui est très lacunaire. Je m'en suis excusé au début. Beaucoup d'autres choses pourraient être montrées. J'ai gardé quelques éléments bien typiques. Et je n'ai pas montré de théâtre, sauf le théâtre de l'Odéon, mais pour d'autres raisons. Très rapidement, je n'ai pas commenté les caractères très innovants de l'intérieur de la salle de spectacle en France à cette époque. Or, c'est un des grands traits de la liaison amour des amours entre la France et l'Italie au XVIIIe siècle, que la salle, entre guillemets, à l'italienne, par rapport à la salle à l'antique, et évidemment. Ce type de programme architectural, donc, demeure un des thèmes majeurs, à la fois des observations des voyageurs en Italie et de la réforme souhaitée en France par les architectes, les dramaturges, Voltaire le premier. On sait que De Bailly a été montré ses projets de comédie française à Ferney. Et Voltaire aurait dû faire une publicité dans la presse. Enfin, tout ça est très organisé. Ce sont des choses... Eh bien, l'autorité des bâtiments du roi aussi veut enfin une salle à la française, mais qui soit justifiée par la tradition antique qui a créé ce grand répertoire des tragédies anciennes qui, au fond, sont à l'origine de la création de l'opéra, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a là toute une grande manœuvre où l'architecture doit jouer son rôle. Alors, une vraie dialectique surgit dans laquelle la tradition séculaire donc italienne, très dominante en Europe, se voit opposée ou amalgamée au modèle gréco-romain qui ressurgit dans l'imaginaire. Dans la salle idéale, il est désormais question d'introduire à la place des loges en cage à poulet, comme on disait, expression très méprisante du temps, il faut introduire la cavea égalitaire, antique, et son ordonnance de colonnes libres au pourtour. Et plus que le théâtre d'Herculanum, qui est redécouvert et étudié à cette époque par les théoriciens archéologues, c'est évidemment le théâtre olympique de Vicence, qui paraît être le premier modèle moderne. Soit, dès 1580, Andrea Palladio n'avait cessé d'être compris comme le génial médiateur entre l'antique vénéré et l'ennoblissement de l'activité urbaine la plus raffinée, le théâtre, comédie française ou opéra, ou grand théâtre dans les villes de province, celui de Bordeaux très connu. Eh bien, en écho à la Renaissance, le siècle des Lumières réactive les ambitions de l'intelligentsia progressiste. Deux prototypes vont satisfaire ces nouvelles exigences somptueusement. L'opéra du château de Versailles de Gabriel, secondé par De Bailly, c'est pas un hasard, et le théâtre de la ville de Besançon. Vous avez une photographie ancienne ici, à gauche, construit par Ledoux. La cavea, ou pseudo-cavea à balcon dégressif, couronnée d'une colonnade à l'amphithéâtre, devint un prototype des théâtres de l'époque révolutionnaire et même de modèle des assemblées nationales et des sénats. Ledoux, bien conscient de la révolution qui s'engage avec la conception de sa salle de spectacle, en propose lui-même un commentaire suggestif dans cette fameuse gravure intitulée, je cite, « Coup d'œil du théâtre de Besançon ». Il ne s'agit pas d'une évocation de la curiosité, même, j'ai pas pu m'empêcher, je m'autorise un clin d'œil à la boîte optique de Boucher, t'es dans l'œil, qui serait projetée
sur tout le sujet, mais c'est bien, je crois, une allégorie du sensualisme, de la philosophie sensualiste. L'image synthétise en effet la progression du sens de la vue en montrant l'œil anatomique, la pupille transparente et interrogative du regard, que complète le faisceau lumineux qui balaye la vision. Et là, comme un spectacle, l'art se fait miroir, et ici, sur les gradins égalitaires, avant même la représentation, c'est l'assemblée unie du public, c'est dans l'assemblée du public que s'opère la catharsis. Donc on le voit, nos artistes touchés par les Lumières et par l'Italie font balancer ce jeu d'influence et en même temps, pas gratuitement, pas parce qu'ils cherchent une inspiration formelle ou de rivaliser, etc. Non, il y a des raisons profondes pour correspondre à l'iconographie de leur temps qui doit transmettre les différentes valeurs, que ce soit celle de la politique royale quand ils sont comme Ledoux, qui était un architecte de l'Académie royale, qui a travaillé pour la Dubarry, pour Louis XV, etc., ou bien qu'ils soient au contraire dans un sentiment libertaire beaucoup plus prononcé. Ce qu'a été évidemment Ledoux lui-même, vous connaissez, je pense, ces extravagances, comme on pouvait dire à l'époque, mais qui ont eu un succès immense. Et par exemple, on a bien étudié l'influence des gravures de Piranèse sur Ledoux, avec par exemple ici la fameuse vue sous le pont, mais qui n'est pas simplement l'apanage des gravures chez Ledoux, ce sont des projets qu'il réalise, notamment le fameux hôtel Télusson, qui d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard, deviendra l'ambassade de Russie sous l'Empire. C'est assez amusant, il sera détruit malheureusement. Ou bien le palladianisme lui-même de Ledoux. Je vous montre deux peintures qui rappellent, et Chastel avait été très sensible à cette question lors de la grande expo Palladio à Paris en 1975, je crois. Poussin, le grand peintre Poussin qui vit à Rome, par ses choix de fabrique dans le fond de ses paysages, a probablement été, au XVIIe siècle, le premier palladien français. On n'attendait pas là. Mais Ledoux, qui connaît les gravures des tableaux de Poussin, puis il y a des collections de Poussin à Paris, au Palais Royal, etc., ne pouvait pas ignorer certaines de ces images, comme il n'ignorait pas à Lyon la fameuse façade de Saint-Nizier, qui est une sorte d'écorché d'antique, qui à la fin de la Renaissance, qu'on attribuait à Philibert Delorme d'ailleurs, nous donne des images très renouvelées que Ledoux reprend dans certains de ses projets. Ces deux dernières projections, finalement, d'œuvres de Ledoux, je crois, témoignent explicitement de l'influence de Palladio, de Piranèse, de Philibert Delorme, parmi les maîtres modernes, mais au fond dans un style qui n'appartient qu'à lui, à Ledoux. Et je terminerai d'une manière un peu pessimiste, excusez-moi, en disant, peut-on encore dire que Ledoux, comme De Reuilly et leurs émules français que l'on a vus, sont vraiment néoclassiques? Excusez-moi. On dirait un amphi sympathique d'étudiant, c'est le vieux retraité qui parle là. Donc, si vous voulez bien, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, mais dans la bibliographie sommaire que j'ai donnée à la fin, je ne sais pas si vous l'avez dans la traduction, j'ai oublié, et ça je m'en excuse beaucoup, une ou deux études dont je n'ai plus le nom d'auteur de mémoire, malheureusement, ce sont des études italiennes sur le salon du Palais Spinola de Gênes et de Veilly. J'ai pu en tête. C'est des publications d'il y a 3-4 ans, assez récentes, qui ont vraiment fait des monographies complètes en italien sur ce magnifique salon de Reuilly. Voilà, je crois que c'est le seul grand oubli que j'ai fait. J'étais trop vite, excusez-moi. Ringraziamo il professore per questo intervento ampio, ricco di spunti, meraviglioso, non devo certo descriverlo, grazie infinite. Ringraziamo tutti i presenti e anche le autorità che non abbiamo nominato.
come la Presidente dell'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti e il Direttore della Biblioteca Civica Angelo Mai. Grazie a tutti i presenti. Mi permetto di ringraziare da parte di tutti il personale del Comune di Bergamo perché ha reso possibile con efficacia, efficienza e anche suavità, mi permetta, questa premiazione nella quale mi sembra di sentire un'atmosfera particolarmente amichevole, amicale, calda, che è grazie anche a lei naturalmente, che è il nostro premiato. Invitiamo tutti a scendere nella galleria dei Cardinali per un brindisi in onore. Grazie. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Oui, à la